Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Sabrina Godard, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation de départ et il y a 5 ans mon fils a été diagnostiqué TDAH. À la suite de ça, je me suis donc formée sur ce trouble. J'ai notamment fait une formation au Canada, enfin en France en visio, mais oui, une formation canadienne. Et je me suis plus particulièrement formée dans l'accompagnement des enfants et de leurs familles qui ont des troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH. Parfait, aujourd'hui ça va être notre sujet. Qu'est-ce que le TDAH? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un trouble d'origine neurologique, d'accord? Donc, c'est une perturbation en fait, du fonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau, d'accord? Une façon particulière de fonctionner, et c'est un trouble qu'on a donc dès la naissance. D'accord. Et qui se manifeste au cours du développement de l'enfant, du tout petit et ensuite de l'enfant. D'accord. Quelles sont les caractéristiques principales de l'enfant qui a un TDAH? Alors, le TDAH se manifeste plus particulièrement par des difficultés à réguler. Alors, réguler son attention. Donc, c'est pour ça que le TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un trouble qui se manifeste par une difficulté à réguler son attention, mais également à réguler son action motrice, donc qui se manifeste par une hyperactivité, et à réguler son impulsivité. Ouais. Voilà, c'est-à-dire le fait de ne pas agir sans réfléchir. Ouais, il y a une spontanéité très exacerbée, quoi. Oui, c'est vraiment en fait la capacité à inhiber, par exemple, quelqu'un parle, je vais attendre avant je vais attendre qu'il ait terminé sa conversation avant de lui poser une question. Une personne qui a un TDAH a beaucoup de difficultés à faire ça. Oui, ou à jouer quand c'est à son tour, on prend les dés, on joue quand même, alors qu'on soit on a oublié que c'est pas son tour, soit on a quand même très envie de jouer et on oublie un peu que c'est pas notre tour, quoi. J'ai un enfant TDAH aussi, donc j'ai pas évidemment ton expertise, mais au quotidien je vois sa forme à lui de TDAH, puisqu'il en existe de manière très différente, autant qu'il y a d'individus, j'imagine. Et puis il y a des enfants qui n'ont pas de l'hyperactivité, le H dans le TDAH, et qui ont des déficits d'attention. C'est ça, donc il y a 3 types de présentation en fait, du TDAH. Certains enfants ou adultes, puisque c'est un trouble qui peut perdurer toute la vie en réalité, vont présenter davantage de l'inattention et finalement très peu d'hyperactivité ou d'impulsivité, mais en réalité c'est quand même un peu présent, mais en tout cas c'est l'inattention qui va être le plus problématique. Et puis on a des enfants qui vont davantage avoir une présentation au niveau de l'hyperactivité et de l'impulsivité, et davantage des symptômes sur ce plan-là, moins en termes d'inattention. Et ensuite, on a une troisième présentation qu'on dit mixte, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir à la fois l'inattention et à la fois l'hyperactivité et l'impulsivité qui va être problématique dans le fonctionnement au quotidien. D'accord, très bien. Sabrina, est-ce que tu peux nous parler des chiffres autour du TDAH, s'il te plaît? Alors, depuis 2022, il y a un consensus mondial. Il y a de nombreuses études qui ont été réalisées partout dans le monde, sur tous les continents. Et le TDAH représente aujourd'hui entre 5 et 6% des enfants. Donc ça représente en moyenne 2 à 3 enfants par classe. Ouais, ça reste une moyenne. Oui, bien sûr. Mais il y en a 4, il y en a 1. Mais c'est quand même pas rien. Et en revanche, ça représente un peu moins de 3% de la population adulte. D'accord. Alors, pourquoi cette différence? Merci. C'est une question très intéressante. C'est très important. Le TDAH est un trouble qui perdure toute la vie. En revanche, il y a de nombreuses études qui montrent une diminution des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité en grandissant, puisque la partie du cerveau qui est ici en fait, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est particulièrement atteinte, se développe
jusqu'à 25 ans en réalité. Donc une fois qu'elle est plus mature, ses symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité diminuent considérablement. Et puis l'adulte apprend aussi, a appris au fur et à mesure des années des stratégies pour mieux vivre avec son trouble et mieux réguler. Voilà. Mais ça se manifeste toujours à l'âge adulte et il y a aussi moins d'adultes diagnostiqués puisque c'est un trouble qui, même s'il est en réalité documenté depuis le XVIIIe siècle. Ah oui, quand même. C'est pas un trouble récent, nouveau et récent, et de mieux en mieux connu et reconnu, et que les adultes d'aujourd'hui, en réalité, n'étaient pas diagnostiqués à 20 ou 30 ans. Ah oui, clairement pas. Voilà. On sent bien qu'il y a des vagues, on se dit c'est nouveau, il y en a trop, on diagnostique mal. Non, c'est juste qu'avant, on n'en parlait pas, c'était pas repéré, c'était pas diagnostiqué. C'est comme les personnes victimes de violences, il n'y en a pas plus, elles parlent plus. C'est pas la même chose. Exactement ça. Vraiment ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire les chiffres sur les diagnostics et le pourcentage de la population n'a pas du tout changé. Il n'y a pas d'épidémie TDAH ou de surdiagnostic du tout. Oui, de toute façon, ça se voit très clairement. Faut en avoir un à la maison. Sabrina, quels sont les autres symptômes? Alors, un symptôme qu'on n'entend pas en fait dans le nom TDAH, mais qui pourtant aujourd'hui est bien documenté et dont on sait qu'il fait vraiment partie intégrante du trouble, c'est la difficulté à réguler ses émotions, et qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle, et qui impacte vraiment l'enfant, le jeune. Alors l'adulte, moins, parce que là encore il développe des stratégies, mais les enfants avec TDAH ont de grosses difficultés à comprendre leurs émotions, à pouvoir mettre des mots et vraiment de manière physiologique à s'apaiser, se réguler, trouver des stratégies pour faire face aux émotions qui vivent de manière réellement amplifiée. C'est pas du tout... Je le vois bien. C'est quelque chose de très présent. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Alors, symptômes ou plutôt ça a des conséquences en fait. Évidemment de vivre avec ce type de trouble, puisque depuis qu'ils sont tout petits, ce sont des enfants et des jeunes qui sont toujours dans le trop. Ou dans le pas assez, ou sur lesquels on est sans arrêt sur leur dos à leur dire que non, ça va pas, non, tu peux pas faire ça, voilà. Et qui, du coup, ça grignote petit à petit leur estime de soi. Ce sont des enfants qui ont quand même très souvent une faible estime d'eux-mêmes. Moi, j'ai une expérience aussi avec mon fils, avec les enfants que je suis, qui disent très souvent d'eux qu'ils sont méchants, ou mauvais, ou qui entendent aussi. On les rabroue beaucoup parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Ils sont beaucoup intolérants et intolérantes à la frustration. Et comme la frustration régit notre quotidien, quand on nous sert un plat à table et que c'est pas ce qu'on voulait, ou qu'on n'aime pas un truc et qu'un truc dans l'assiette, on condamne toute l'assiette. Il y a des gros blocages. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, il faut apprendre à surfer et à se défaire de la pédagogie toxique, mais on vous en parlera dans une autre vidéo. Est-ce qu'on peut parler, Sabrina, de la différence fille-garçon? Parce qu'évidemment, on vit dans une société genrée, et donc c'est pas non plus les mêmes types de diagnostics pour les filles et les garçons. Alors effectivement, il y a davantage de garçons qui sont diagnostiqués que de filles. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de chercheurs, de psychologues qui alertent sur le fait que ça ne signifie pas qu'il y a plus de garçons que de filles en réalité, puisque on sait aujourd'hui que les filles, les attentes sociales sont extrêmement différentes entre les filles et les garçons, et que les filles se camouflent beaucoup plus, développent des stratégies beaucoup plus importantes pour compenser leurs difficultés et leurs troubles. Donc elles passent entre les mailles du filet du repérage. Il y a aussi une présentation beaucoup plus importante de la présentation inattentive chez les filles que chez les garçons. Et c'est une présentation qui peut passer parfois inaperçue aux yeux des adultes, mais qui est quand même là et bien présente. Et il y a de plus en plus de femmes qui se font diagnostiquer quand elles deviennent mères.
Oui, tu m'en parlais en off, en effet. Suite à des burn-out, puisque là, toutes les stratégies et les petites compensations qu'elles ont mises en place au quotidien éclatent à ce moment-là, et elles s'effondrent en fait, puisque c'était un peu un château de cartes qu'elles avaient construit, et elles s'effondrent à ce moment-là quand elles deviennent mères. Oui, à la naissance d'un enfant, la chute d'hormones, la fatigue, les désillusions, le bébé qui demande beaucoup, la fatigue, tout s'effondre parce qu'on est très vulnérable, donc évidemment c'est normal. Et puis pour les filles, en effet, comme tu le dis si bien, elles passent dans beaucoup de mailles parce que l'autisme, en fait, tous les 10, beaucoup de diagnostics sont faussés, enfin ils sont même pas faussés, c'est juste qu'ils sont pas faits, mais du coup les chiffres sont faussés parce que les filles ne sont pas diagnostiquées comme il faut et repérées comme il faut. Tout à fait. Parce qu'elles présentent d'autres choses, et puis je pense aussi d'autres symptômes en fait, qui sont peut-être différenciés, comme la crise cardiaque, on l'a énormément banalisé avec les hommes, c'est des douleurs bras gauche, machin. Chez les femmes on se rend bien compte que c'est autre chose. Donc peut-être qu'une jeune femme, une fillette qui a un TDAH, il y aurait d'autres choses à percevoir. Mais je pense qu'on est aux prémices d'une grande ouverture sur ce sujet, parce que j'ai l'impression que ça est en train de se débloquer de ce côté-là. Très bien. Merci Sabrina pour toutes ces informations. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.